After addressing the Skripal affair and the Chinese secret services in your last two videos, today you want to come back to the basics of espionage by highlighting the notion of trust. Why is trust so important in the world of intelligence gathering? La confiance est une donnée, à mon sens, primordiale pour que l'espion puisse faire convenablement son travail, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cœur du processus de la recherche humaine coexistent trois acteurs incontournables de toute organisation de recueil du renseignement. Vous avez d'abord la source, qui va obtenir en premier lieu le fameux renseignement, l'information secrète que personne ne détient encore. Et puis vous avez l'espion, ou l'agent traitant, qui reçoit ce renseignement de la source. Et enfin vous avez la centrale, à qui l'espion transmet à son tour le précieux rapport, qui sera ensuite mis en forme et diffusé à nos autorités politiques. Or, à chaque étage de la fusée, entre chacun de ces trois acteurs, la confiance joue un rôle crucial. Sans confiance, la sauce ne prend pas. Le cycle ne peut pas fonctionner et l'attelage, tôt ou tard, va forcément exploser. Explain that for us, please. How is trust established, and why is it that important? Il y a deux niveaux de confiance à considérer. Celui d'abord entre la source et l'agent traitant, puis celui entre l'agent traitant et sa centrale. Dans ces deux cas, la confiance doit être à chaque fois réciproque. Sinon, croyez-moi, cela peut tout simplement pas marcher. Ou alors tout ira de travers jusqu'à la rupture. A breakdown of what? La rupture du cycle de renseignement, déclenchée par une perte totale de la nécessaire confiance. Et cela peut se matérialiser de deux manières, en l'occurrence. Soit par la fin du contrat passé entre le service de renseignement et la source, qui est en quelque sorte licencié, soit par le renvoi de l'officier traitant, qui ne finit pas sa mission à l'étranger et qui est rappelé par sa centrale. On appelle cela, dans notre jargon, un vol bleu. Why blue? Ça, j'en ai aucune idée. Have you yourself ever had to be repatriated? Heureusement, non. Il est difficile de se relever après un tel échec. And so does this happen often? Fréquemment, non, mais régulièrement. Notamment sur les dossiers ou les zones sensibles où le service est attendu par ses autorités. Dans ces cas-là, la confiance doit être totale entre l'agent et la centrale. And what about headquarters? Is there never any sanction for them? Non, pour la bonne raison qu'en renseignement, il existe une règle d'or. La centrale a toujours raison, même quand elle a tort. Elle est l'arbitre du système. Et l'on ne doit pas remettre en cause les décisions de l'arbitre, sinon c'est carton rouge. And the blue flight, to stay within the theme of colors. C'est ça. Bon, je reviens au thème d'aujourd'hui, et je voudrais commencer par décrire la confiance entre la source et son traitant. Comme je viens de vous le dire, cette confiance va dans les deux sens. D'abord, la source doit avoir confiance en son traitant. C'est elle qui prend les plus grands risques, qui peuvent aller jusqu'à la prison ou même la mort. Son traitant doit donc lui assurer la meilleure sécurité possible. À lui de s'assurer que les mesures qu'ils prennent ensemble pour se rencontrer et échanger sont parfaitement protégées et que l'anonymat de la source est sauvegardé, ainsi que le contenu des échanges. Certaines sources actives en contre-terrorisme refusent par exemple de travailler pour les Américains. Elles craignent que si elles désignent un terroriste de haut niveau, cela ne déclenche une frappe de drone, même si la source se trouve encore à proximité de la cible. Mais l'agent traitant de son côté doit lui aussi pouvoir croire ce que lui raconte la source. Il en va de sa crédibilité au regard de sa centrale, mais aussi de son devoir d'éviter de transmettre des mensonges ou des inventions de toutes sortes à ses autorités. How do you ensure that the source, who might hope to be remunerated as highly as possible, isn't inventing mountains where there are only molehills in order to lure the spy and the service in? Ça, c'est une question de première importance. Et cette question, l'officier traitant doit l'avoir en permanence en tête. La confiance se construit au fur et à mesure. Quand une source explique comment elle a obtenu son renseignement extraordinaire, au contact de l'un des confidents du guide iranien par exemple, le service va chercher à obtenir des numéros de téléphone de ce confident. Si l'étude technique révèle qu'effectivement, il existe des liens téléphoniques réguliers entre la source et ce confident, alors on obtient là une première brique de confiance, en attendant les autres briques qui constitueront au final
un mur solide, dans le cas des meilleures sources humaines. And is this same phenomenon observable between the spy and his or her headquarters, which is sometimes located more than 10,000 kilometers away? Oui, absolument. La centrale va toujours chercher à vérifier que son agent fait bien son travail, d'une manière totalement loyale. Et l'agent, sur le terrain, de son côté, a besoin de sentir qu'il dispose bien de la confiance de sa centrale. Cela va constituer l'un des moteurs de sa motivation dans son travail quotidien. Et parce que la distance n'arrange pas les choses, bien souvent des incompréhensions peuvent apparaître, qui peuvent parfois déboucher sur une véritable défiance. Paris ou l'anglais ne comprennent rien à rien. Je leur fais des propositions urgentes, particulièrement importantes, et la centrale refuse, arguant qu'elle ne croit pas à ce que dit ma source ou que ma proposition est trop chère. Du point de vue de la centrale, il est fréquent aussi d'observer ce type de réaction. Mais que fait Saphir 222 ? Il ou elle nous cache quelque chose. Il ou elle est complètement sous l'influence de sa source. Ce qui est amusant de constater, c'est que cette tendance à la méfiance entre l'agent sur le terrain et sa centrale ne date pas d'hier. Je peux dire que c'est même consubstantiel au métier de renseignement et que ce problème a toujours été. Il suffit par exemple de lire l'excellent livre de Sébastien Albertelli sur les services de renseignement de la France libre pendant le deuxième conflit mondial. Là, c'est encore pire. Car le phénomène de distance est renforcé par la difficulté à s'envoyer des messages. Tout se fait par morse à l'époque, sur des plages horaires bien définies, parfois à l'occasion d'un seul créneau par semaine. Et si on rate son tour, on est bon pour repasser la semaine suivante. À cause de ce décalage dans le temps, les ordres de Londres arrivent parfois complètement périmés, et les rapports de l'agent sur le terrain peuvent être eux aussi en décalage total avec les demandes des autorités. D'où une perte de motivation de la part de l'agent déployé en France, pourchassé par la Gestapo, relancé par les mouvements de résistance qui demandent des armes et des munitions, armes que l'agent s'est juré d'obtenir de Londres, mais qui n'arrivent pas. Mais parfois, voyez-vous, heureusement, la magie opère. Les astres s'alignent et le travail d'équipe fonctionne. Soudain, alors que l'agent attend tout seul au sol, dans la nuit froide, un énième parachutage qui n'arrive jamais, voilà qu'il entend le bruit de l'avion en approche. Le petit Lysander, l'avion utilisé pour les parachutages clandestins en zone occupée, a repéré les lampes du marquage au sol déposées par l'agent secret et parachute enfin les fameuses caisses d'armes et de munitions. Et là, comme par magie, comme par hasard, la confiance revient en flèche. Et l'agent, regonflé à bloc, va reprendre le fil de sa mission, pénétrer à l'idée qu'il joue son rôle, même si c'est un petit rôle, pour la libération de son pays. Vous voyez, tout est une question de confiance. Je vous l'ai dit.